Parfait. Donc, comme je vous le disais juste à l'instant, on a reçu le rapport régional sur les résultats de la surveillance chat 2025, donc sur l'année 2024, en début de mois. Donc, c'était pour faire le retour sur ce qui s'est passé dans les Hauts-de-France avant d'avoir le rapport national qui sera publié, je pense, avant la fin de l'année. Donc, petit rappel hein, sur la campagne de surveillance 2025. Pas trop vite, merci. Donc, les établissements cibles, c'est sur une participation volontaire. Hein, il n'y a pas d'obligation à participer à cette surveillance, mais c'est quand même intéressant parce que ça vous donne un point de repère pour vos équipes. Donc, chez les adultes, c'est les EHPAD, les EAM, les femmes et les masses. Et pour les enfants, c'est tout ce qui est IME, IEM et les EEAP. Donc, historiquement, c'était les EHPAD uniquement jusque l'année passée, 2024. Et depuis 2024, en fait, on a les autres ESMS qui ont été associés à cette surveillance. Donc, la saisie des données, alors attends, ça passe entre deux écrans, Gwenaël. OK. Donc, la saisie des données, typiquement, c'est sur 3 mois, hein, mars, avril, mai. Et cette année, comme les participations ont globalement un peu faibli au niveau de l'ensemble de la France, ça a été prolongé jusqu'au 15 juin. Donc, on a une seule saisie par établissement qui est définie par son finesse géographique. La diapo suivante, s'il te plaît. Donc, ce qui changeait sur la campagne 2025 par rapport aux précédentes, c'est qu'on ne vous demandait plus que de renseigner les informations pour 2024 et non plus sur les 2 années antérieures, comme c'était le cas précédemment. Et donc là, en fait, uniquement pour 2024, on vous demandait de renseigner le volume en litres de PHA utilisé ou acheté, votre nombre de places en hébergement et le nombre de journées d'hébergement pour pouvoir calculer l'indicateur qui est utilisé depuis en fait 2019, qui est le nombre de frictions hydroalcooliques par résident et par jour, qui est calculé selon la formule que vous avez ici en bas de la diapo, volume de PHA en litres divisé par le nombre de journées d'hébergement de l'année fois 0,003 litres, étant donné qu'on estime qu'il faut 3 millilitres de PHA pour une friction efficace. Diapo suivante. Donc, pour notre région, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Déjà, en termes de participation, donc là, je vous ai remis un petit peu en perspective les participations des années précédentes, où on voit que on avait des participations qui étaient de l'ordre de 20 à 30% et plus pour les années fastes, hormis en fait un creux en 2022 qui était lié un petit peu à la période Covid. Et c'était reparti à la hausse en 2023 où on avait 27% de participation. Et depuis 2 ans, en fait, ça baisse et ça baisse beaucoup. Donc cette année, on n'a eu que 89 EHPAD qui ont répondu, ce qui représente 15,5% de l'ensemble des EHPAD de notre territoire, et 6 autres ESMS, donc moins de 2% de tous les autres ESMS sur l'ensemble du territoire. Donc une chute qu'on avait déjà objectivée entre 2023 et 2024 et qui s'accentue encore cette année. Alors, si certains d'entre vous ont des éléments de réponse, à savoir pourquoi, ça nous intéresserait. Est-ce que c'est une lassitude, en fait, par rapport à cette surveillance? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que vous avez l'impression de remplir 20 fois la même chose pour différents organismes? Est-ce qu'il faudrait centraliser, en fait, et n'avoir qu'un point d'entrée pour cette surveillance? C'est des éléments qui nous intéresseraient d'avoir. Donc, on voit que, en termes d'exhaustivité, on devient de moins en moins bon. Tu peux passer la suivante. Par contre, en fait, pour les participants, donc ça, c'est extrait directement du rapport, en fait, de Primo. On voit que, en ce qui concerne la médiane du nombre de frictions par jour et par résident,
Pour les participants EHPAD, en fait, on est dans la même zone. En fait, on est à 2,2 frictions par résident et par jour en 2024, alors qu'en 2023, on était à 2. Alors, c'est pas statistiquement différent, hein, mais on voit quand même que ça a une petite tendance à l'augmentation. Alors, est-ce que c'est parce que les 89 établissements qui restent sont en fait ceux qui sont les meilleurs élèves, étant donné en fait que eux continuent à participer à cette surveillance? Ça, c'est une raison possible. Par rapport aux années précédentes où on avait de plus nombreux établissements qui peut-être suivaient moins leur ICHA ou plus périodiquement. Pour les EMS, en fait, on a un effectif très restreint, ce qui fait qu'il faut prendre ces résultats avec beaucoup de précautions. Mais on voit que globalement, pour les EMS participants, on est à 2,7 frictions par résident et par patient. Donc, c'est supérieur à ce qu'on constate pour les EHPAD. Mais c'est des effectifs qui sont très faibles. Et pareil, est-ce que ces petits effectifs, c'est pas justement les établissements qui sont les plus motivés, les plus proactifs en fait pour la promotion de cette hygiène des mains? Donc après, on vous a mis dans la newsletter qui est partie, il me semble que c'est ce matin en fait, le lien pour aller voir ce rapport et vous verrez, si ça vous intéresse d'aller plus loin, l'explication de la représentation graphique où on a en fait les boîtes à moustaches, comme on les appelle, avec les médianes, les moyennes qui sont représentées et ensuite c'est les interquartiles, donc pour ceux que ça intéresse. Mais globalement, il y a moins de participation. Par contre, en termes de nombre de frictions par résident par jour, on reste à peu près au même niveau, voire un petit peu mieux que l'année dernière pour les EHPAD. Donc après, ce qu'on a aussi comme information qu'on recueille, c'est est-ce que votre établissement a un référent hygiène identifié et est-ce qu'il a une expertise hygiène identifiée, soit EOH, soit EMH? Et donc là, on voit que, en fait, on a, pour ce qui est du référent hygiène identifié ou non identifié, on n'a pas de différence significative entre les deux types d'établissements. Expertise EMH, EOH, on voit que là, par contre, il y a une petite tendance quand même qui nous montre que ceux qui sont accompagnés font un peu mieux, mais là encore, il faut prendre des précautions parce qu'on n'a que 6 établissements qui ont participé à la surveillance, qui n'ont pas en fait cette expertise EOH, EMH. Donc c'est peut-être aussi un signe que ceux qui participent le font sous l'impulsion en fait de leur EOH, EMH bien souvent. Et pour les autres SMS, tous ont un référent hygiène identifié et tous ont une expertise EOH, EMH, donc on ne peut pas faire de comparaison. Et ça reste, comme je vous le disais, en fait, des effectifs qui sont assez petits. Voilà. Donc, pour la suite, donc, pour cette année, la campagne surveillance chat est terminée, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien. Donc, on a une campagne Primo Matisse sur la friction hydroalcoolique qui va se dérouler entre le 10 octobre et le 7 novembre 2025. Donc, c'est sur 4 semaines. Et chaque semaine, en fait, il y a une thématique qui va être abordée avec des outils qui vous sont proposés par la mission Primo. Donc, je vous ai mis le visuel ici sur la diapo, ainsi que le lien que vous pourrez récupérer quand on mettra en fait la présentation en ligne. Et vous voyez là 4 semaines avec 4 thématiques qui sont déclinées. La première semaine, c'est qu'est-ce que c'est la FHA? La FHA, ça concerne tout le monde, donc bien sûr les soignants, mais aussi les résidents et puis les visiteurs. 3, optimiser l'organisation pour la FHA. Et 4, en fait, c'est un peu les idées reçues, le vrai-faux sur la FHA. Donc, je vous invite à aller regarder ce qui est proposé par nos collègues de la mission Primo sur leur site. Diapo suivante. Et donc, pour aller plus loin, ceux que ça intéresse peuvent aussi aller voir en fait un article qui a été publié suite au travail d'un des internes qui est passé dans le service, qui a fait en fait l'analyse sur l'ensemble des données régionales sur la période 2018-2023.
Donc, ceux que ça intéresse d'aller creuser un peu, regarder les fluctuations de participation, les effets de la présence d'une expertise ou d'un référent hygiène, peuvent aller consulter en fait l'article qui est apparu en début de mois également. Donc voilà pour moi, pour ce qui concernait en fait cette partie FHA. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Parce que moi, je vois pas le chat, du coup, est-ce qu'il y a des questions dedans? Parce que moi, je n'ai pas de visuel dessus. Attends, je vais essayer d'afficher la conversation. Moi, je vois rien dans la conversation. Bon, après, on peut laisser le temps aussi. Ou Ouais, si après, vous on pourra voulez lever répondre la main après, pour. globalement, hein, si. Bah, en tout cas, pour moi, faire Anne-Adélaïde Craco, c'est clair et merci pour la présentation. Merci, Anne-Adélaïde. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, après, vous pouvez toujours, si vous avez des regrets, vous pouvez toujours reposer des questions plus tard. Donc, moi, je voulais vous faire un point. Alors, je vais pas vous. Voilà, c'est vraiment pour vous rappeler et pour vous présenter très brièvement hein, le guide, au cas où ça vous aurait échappé, ça m'étonnerait, mais qui est sorti donc assez récemment. Vous dire qu'il y a aussi une plaquette, hein, si vous ne l'avez pas vu, il y a le guide complet qui est quand même assez conséquent, puisque je crois que sans les annexes et les remerciements, je crois qu'il y a une centaine de pages, et après, il reste encore 30 pages d'annexes. Et puis, il y a une petite plaquette d'information beaucoup plus courte qui redonne les grands éléments. Donc, qui est sorti là, je ne sais pas si c'est juillet ou tout récemment. Donc, vous rappelez, donc ça, c'est ça, j'ai vraiment fait des copier-coller. Hein, c'est pas du tout quelque chose qui vient de chez nous. Hein, c'est une capture d'écran de la plaquette en question qui rappelle la définition des DASRI, enfin, qui était la définition d'origine, hein, qui était dans le Code de la santé publique. Et donc, ils ont essayé d'expliciter cette notion. Alors voilà, moi, on va pas polémiquer sur est-ce que c'est plus clair ou pas pour tout le monde, mais ils ont voulu, disons, rentrer plus dans le détail et puis ils ont parlé donc, de foyers infectieux avérés avec signes cliniques locaux, voire généraux, ou suspectés d'une mutilation active, ce qui est quand même pas, c'est pas forcément facile à interpréter. Et sinon, ça c'est plus facile, fortement imprégné de sang, de sécrétion ou d'excrétion, avec risque d'écoulement. Ça, je trouve qu'au moins, voilà, un déchet qui coule, ça c'est plus facile à caractériser et à visualiser. Et puis le dernier élément qui est quand même pas hyper simple, qui dit qu'en fait c'est donc le producteur de déchets qui doit décider où va son déchet en évaluant ça au moment où il le produit, ce qui ne sera pas forcément évident sur le terrain, on est bien d'accord. Ça, voilà, pareil, je vous l'ai remis, mais excusez-moi, parce qu'il y a quand même des gens en salle d'attente. Ça, c'est pareil, ça fait partie de la plaquette en question hein, du ministère. Donc, qui vous met un petit arbre décisionnel, mais c'est vrai que voilà, à la fin, bah, c'est quand même la décision de décider où est-ce qu'on met le déchet, ce qui est quand même pas forcément si facile que ça. Donc, il faudra, je pense, que chaque établissement prenne des décisions sur qu'est-ce qu'il donne comme consigne fonction de comment on interprète ce qui dégouline, c'est facile, mais après, un déchet qui vient d'un foyer de multiplication active, c'est peut-être moins évident à, à trancher. Alors, comme on savait que ce guide allait sortir, qu'on avait même une de nos collègues du CEPIAS qui était dans le groupe de travail sur les déchets inter-CEPIAS, et d'ailleurs notre présence dans ce groupe va se poursuivre puisque c'est moi qui vais prendre la suite. Donc, il a été décidé qu'il y aurait voilà, que les CEPIAS allaient continuer à travailler ensemble pour accompagner la sortie de ce guide. Donc, il y a un groupe de travail inter-CEPIAS avec 3 ARS aussi hein, qui ont collaboré. Et puis, on a gardé Philippe Carinco, qui est notre expert sur pas mal de sujets, qui n'est plus au CEPIAS PACA parce qu'il est parti en retraite. Et des gens aussi de l'ANAP qui sont là, voilà, qui est l'Agence nationale de performance. Tout ça pour essayer que tout le monde ait des discours communs sur ce gros guide, parce qu'effectivement, c'est quand même l'idée aussi, hein, c'est qu'on n'ait pas plusieurs façons d'interpréter. Alors, je pense que ça va pas être. C'est pas garanti hein, que vous n'ayez pas des différences parfois d'appréciation selon qui vous en parle, mais voilà, l'idée c'était quand même d'avoir des outils communs. Alors je sais que parce que moi je viens juste de rentrer dans ce groupe de travail,
Donc, il y a des fiches synthétiques sur incinération, banalisation qui sont en cours de rédaction. Le groupe de travail a également préparé un support pédagogique pour les CEPIAS, pour que chaque CEPIAS puisse faire son webinaire en région. Donc nous, la date est fixée, ce sera en janvier, je crois que c'est le 22, mais on vous le redira, on vous le reprécisera. Et puis à partir de tous les webinaires en région, l'idée c'est de faire remonter le maximum de questions et qu'il puisse y avoir une foire aux questions qui soit faite commune et que tout le monde se mette d'accord sur les réponses à donner entre ces pièces. Donc ça, c'est le positionnement national hygiéniste, sachant que bien sûr, les ARS ont également mission d'accompagner la diffusion de ce guide. Et donc nous, évidemment, on s'est rapproché de l'agence pour voir comment on pourrait essayer de porter les mêmes discours. Mais du coup, voilà, ça c'est en cours on est en cours d'échange avec eux. Voilà, ça, j'en profite puisqu'on parle déchets pour vous rappeler que l'ANAP, hein, donc l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale, avec laquelle on est aussi pas mal en contact, que ce soit sur la transition écologique ou sur les déchets, parce que pareil, pour essayer d'avoir voilà, des discours au moins qu'on sache ce que disent les autres et que si on voit quelque chose qui nous semble qu'on puisse le dire. Donc on a des interlocuteurs bien identifiés maintenant. Ils ont une plateforme pour piloter les filières déchets avec un côté interactif. Moi, je ne suis pas allé voir tout ce qu'il y avait dedans, mais voilà, il y a des choses qui sont accessibles que quand on s'inscrit. Donc je vous laisserai, ceux qui s'intéressent iront voir. Voilà, ils parlent de déchets, pas que de DASRI du coup. Donc, en résumé, il y a des outils d'accompagnement qui sont en cours de formalisation. Et donc là, c'est pour la fin de l'année. Les webinaires en région, c'est chacun fera le sien. Et donc, nous, c'est en janvier prochain, avec une fac à suivre. Donc, je pense qu'il ne faut pas tabler avant printemps 2026. Et puis, bien sûr, on a de l'accompagnement. Nous, on est là pour cet accompagnement, mais l'ARS est évidemment aussi présente, puisqu'elle a tout un rôle sur ce sujet. En particulier, il y a des inspections qui peuvent être menées par le service santé-environnement de l'ARS. Donc voilà, on est rentré en contact avec eux pour essayer d'avoir le maximum de collaboration, ou en tout cas d'avoir des discours qui soient communs, ou une façon d'interpréter, parce que je pense que ça va être ça, bien sûr, comme toujours, le sujet majeur, c'est comment on interprète telle ou telle chose. On peut toujours dire que voilà, d'abord il est très long, effectivement, il y a pas mal de redites, mais il y a des choses que moi je trouve très positives quand même, parce qu'il faut savoir, il y a des choses qui sont écrites noir sur blanc, et je trouve que des fois c'est bien que ce soit. Alors du coup c'est très très détaillé, tout, mais il y a des choses qui sont vraiment écrites noir sur blanc. Si vous voulez trouver, c'est marqué en toutes lettres dans ce guide qu'un patient en BMR, les déchets ne vont pas forcément en DASRI. Au moins c'est écrit. Donc là, vous avez, si vous voulez vous positionner en établissement, c'est marqué vraiment dans ce guide. Et je trouve que voilà, il a ce mérite-là. Il y a des choses qui sont vraiment écrites, même parfois plusieurs fois. Il y a des choses qui sont parfois un peu moins claires, mais moi je trouve qu'il y a des choses qu'on mérite d'être marquées clairement et sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour après. Alors nous, on n'a pas vocation à faire des protocoles régionaux, hein, parce qu'une gestion de déchets, c'est très établissement dépendant. Mais on répondra à vos questions dans la mesure du possible si vous nous posez des questions, et on fera bien sûr ce webinaire qui reposera donc sur une trame commune avec les autres CEPIAS. Voilà, c'est tout sur les déchets. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y a des choses. Alors, il n'y en a pas dans la conversation. Il n'y a pas dans la conversation. Non. Donc après, voilà, il vient juste de sortir. Hein, prenez le temps, il est long, hein, donc il faut quand même le temps. Moi, je l'ai lu, mais je pense que je vais le relire en mettant des petits post-it, des petites notes, parce que en plus, effectivement, comme il y a quand même des redites, des redondances, donc il faut bien tout relever, les choses qui vous intéressent, les choses qui vous posent question. Et puis après, c'est à travailler dans chaque structure en fonction aussi de ce qui était déjà, parce que tout le monde ne fait pas forcément exactement la même chose d'un établissement à l'autre. Donc voilà, il faut repartir de ce que vous aviez déjà comme procédure et voir comment vous pouvez l'articuler avec ce guide. Est-ce que ça change quelque chose ou pas pour vous? Est-ce que ça vous permet du coup d'argumenter aussi, hein, sur certains sujets, comme justement les déchets BMR d'un patient BMR ne vont pas forcément en DASRI. Voilà, je note ça parce que c'est vraiment un sujet qui est revenu très très souvent sur le tapis. Et là, c'est vraiment écrit en toutes lettres pour le coup.
Voilà, donc sachez qu'on on est là et que moi, le groupe de travail, je crois que la première réunion de la rentrée, enfin 2025, du groupe de travail national a lieu vendredi. Et donc, j'y serai. Donc, voilà, je prends la suite pour que le CEPIAS Hauts-de-France soit présent sur le groupe national, pour qu'on ait bien toutes les infos et puis qu'on puisse être partie prenante de la diffusion et de l'accompagnement de la diffusion de ce nouveau guide. Voilà pour les déchets dans les sujets d'actualité et qui peuvent voilà, donner pas mal de travail aux équipes de terrain. Et donc, s'il n'y a pas de questions, bah, j'arrive sur notre dernier sujet pour aujourd'hui. C'est les recommandations qui sont donc sorties en octobre dernier pour la prévention de la transmission par voie respiratoire. Alors, elles sont pareilles, assez denses. Il faut prendre le temps d'y regarder. Là, je parle pour les hygiénistes qui sont là et ceux qui travaillent en établissements médico-sociaux. Bah, en tout cas, voilà, l'équipe de coordination doit aller regarder ce qui est dedans parce qu'il y a vraiment des conséquences en termes de voilà des choix à faire après en termes de rédaction de procédures, de modification des procédures existantes et puis d'achat après de masques, etc. Donc c'est important d'aller voir ce qui est dedans. Il y a là aussi eu la volonté tout de suite qu'il y ait une coordination inter-CEPIAS pour accompagner la diffusion donc, de ces recos. Alors, moi, je n'étais pas dans les groupes de travail, mais il y a des gens de l'équipe qui y sont. Donc, il y a Catherine, entre autres, qui est dans le groupe Carnet sanitaire R, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce qui est en cours de rédaction ou déjà fait. Il y a un travail en cours pour produire un carnet, enfin en tout cas un modèle de carnet sanitaire R. Vous savez qu'il existe des modèles de carnet sanitaire O. Voilà, l'idée c'était vraiment pareil, de proposer quelque chose de tout fait, en tout cas qui puisse être repris par les structures sans qu'elles aient besoin de tout construire elles-mêmes. Ça, c'est pas encore finalisé. Et entre autres, dans ce document, Catherine, tu compléteras si j'oublie des choses, mais il y aura un. J'ai perdu mon Alors, mot, mais la trame carnet vas-y, sanitaire, c'est pas ce qui est prévu en tant que tel, mais là, c'est plus des documents pour vous accompagner, parce qu'en fait, dans la réglementation, vous avez déjà normalement tout ce que vous devez trouver sur le carnet sanitaire R. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a pour l'eau. Nous, on travaille sur un cahier des charges pour la sélection en fait des appareils pour mesurer le CO2 dans l'air et aussi sur une fiche synthétique pour la réalisation en fait des campagnes justement de mesure de CO2 dans les établissements. Et après, nous, on est le sous-groupe qui s'occupe plus en fait, de tout ce qui est capteur de CO2 et il y a un autre sous-groupe qui s'occupe en fait de tout ce qui est définition des différents types de traitement d'air et puis plus sur tout ce qui est en fait technique. Voilà. Donc voilà, ça, on n'a pas la date puisqu'on n'est pas les seules parties prenantes, mais il y a des travaux qui sont en cours. Et puis, il y a des choses déjà disponibles que je vais vous montrer après sur les diapos suivantes, vous pouvez déjà les retrouver, en particulier sur le site du REPIA. Il y a un document d'aide au choix de masques médicaux à usage médical et d'APR, avec deux versions, hein, une version complète déployée, puis une version interactive. Il y a un tableau qui a été fait pour le choix des EPI en ESMS qui a été fait par Primo. Et puis, il y a un diaporama de formateur aussi qu'on a, il me semble, diffusé tout récemment, qui est prévu pour les formateurs en école, en particulier, en école de santé, enfin IFSI, IFAS, etc. Qui est un diaporama modifiable, mais prêt à utilisation, qui peut être repris intégralement pour les gens qui veulent introduire, parce que nous, en fait, ce qu'on donne parce que je dis aux gens qui nous posent des questions là sur ces recos et leur mise en œuvre, c'est que chacun doit avancer à son rythme, hein, chacun peut pas tout le monde ne peut pas forcément faire la même chose selon où il est, les moyens qu'il a en interne, etc. Mais que par contre, il faut que nous, en tout cas nous les hygiénistes, on commence à changer notre langage. Parce que si nous, on continue à parler des gouttelettes,
on n'arrivera jamais à passer la seconde, quoi. Donc, il faut absolument que nous, on commence à introduire, alors même si dans nos cours en IFSI ou autre, on continue à dire, bah oui, quand vous allez là en stage, vous entendrez peut-être parler de précaution R, précaution gouttelette, mais sachez qu'il y a des nouvelles recours. Enfin, il faut qu'on en parle, parce que sinon on ne pourra pas avancer, quoi. Il faut vraiment que nous aussi, on l'introduise, cette dimension, et qu'on change nos diaporamas, nos cours, qui sont... en tout cas, qu'on introduise le fait qu'il y avait avant et après. Donc, juste, ça vous le savez, enfin, en tout cas les hygiénistes qui sont là, et tout le monde sait bien, hein, qu'avant de parler de précautions complémentaires, les précautions complémentaires, ça veut dire précautions complémentaires des précautions standards. Ça, faut toujours pas hésiter à le redire, parce que en fait, l'utilisation du masque n'est pas que dans les précautions complémentaires, dans les précautions standards aussi, il y a du port de masque. Et c'est peut-être ça là-dessus, là, à l'entrée de l'automne, parce que là, ça a bien fraîchi et on a du Covid qui circule, a priori, hein. Donc, rappelez déjà que voilà, les précautions standards, c'est aussi il y a déjà du port de masque en particulier, parce que l'hygiène respiratoire, et qu'il faut déjà insister là-dessus avant de mettre les patients ou les résidents en précautions complémentaires respiratoires. Donc voilà, ça, je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler ça, mais voilà, l'hygiène respi, ça commence par là, et ça commence par mettre un masque au moindre symptôme, etc. Et voilà, il y a des choses déjà, renforcer la friction, et déjà, quand on parle là-dessus, on se prépare mieux à l'entrée dans l'automne. Juste pour vous rappeler, hein, mais normalement vous le savez très bien, pourquoi il y a eu un changement de reco, les bases de la réflexion, hein, des nouvelles reco, c'est quand même le Covid, hein, qui nous a fait, la pandémie, hein, qui nous a fait quand même switcher, c'est-à-dire que comme moi, comme beaucoup d'entre vous, hein, j'avais appris R gouttelette, hein, j'ai trouvé ça hyper, voilà, c'était simple, hein, il y avait les petites, les grosses, j'avais des petits schémas avec ça tombe près, ça tombe loin, et on a fini par presque oublier que en fait, quand on parle, quand on rit, quand on chante, même quand on tousse, on ne projette pas des petites ou des grosses, on projette quelque chose de beaucoup plus turbulent, mélangé, avec des petites, des grosses et de toutes les tailles intermédiaires, que du coup cette dichotomie, en fait, elle n'existe pas vraiment. Donc voilà, c'est parti de là. Alors c'est complexe du coup peut-être dans l'applicabilité, mais scientifiquement, c'est complètement défendable, hein. Et que, effectivement, la transmission respiratoire, elle repose sur plein de facteurs un petit peu complexes, hein. C'est votre local, il est ventilé ou pas, comment, est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres ou pas, est-ce que vous avez une VMC, enfin, voilà, déjà, c'est pas si simple. Après, à quel pathogène on a affaire, ou suspect ou confirmé, comment ça se transmet, est-ce que c'est connu ou pas, et ça va forcément changer les choses. Est-ce que l'agent, la personne, il va être très exposée ou pas très exposée, est-ce qu'elle est proche, est-ce qu'elle est loin, et combien de temps ça dure, est-ce qu'elle est longtemps dans la pièce ou pas, et puis est-ce que le soin qu'elle fait, est-ce que ça génère ou pas des aérosols, et ça va quand même changer les choses. Voilà, la charge microbienne, évidemment. Est-ce que le patient porte un masque? Hein, souvenez-vous que pendant très longtemps, on ne faisait pas masque plus masque, hein, c'est-à-dire que ce n'était pas soignant plus patient. Et finalement, évidemment que si le patient peut porter un masque, c'est quand même bien parce que ça va limiter la diffusion des aérosols dans la pièce. Et puis enfin, la personne exposée, même si c'est un soignant, son état immunitaire, quel est-il? Et puis quel port de pays il a et comment il les porte, est-ce qu'il peut correctement le porter ou pas, etc. Donc ça fait beaucoup de facteurs. Donc il faut essayer évidemment de ramasser tout ça. Donc les paramètres à prendre en compte pour la mise en place des précautions respiratoires, il y en a quand même 4. C'est le niveau d'aération, la qualité de l'aération du local. À quoi on a affaire? Est-ce qu'on a affaire à quelque chose qu'on connaît bien, une probable grippe ou une grippe confirmée, une tuberculose quasiment certaine, ça c'est les côtés un peu faciles, puis toutes les fois où on ne sait pas trop. Le temps passé dans la pièce, ce qui est dans la chambre, hein, et parfois on sait à l'avance et parfois on le sait pas. Et puis quels soins on va réaliser. Bon là quand même, sauf urgence, on sait quand même si on va faire un geste à risque d'aérosolisation ou pas, hein. On sait si on va poser un aérosol, si on va intuber quelqu'un. Sauf urgence, en général quand même, on sait si on va faire un soin qui va générer des aérosols ou non. Par contre, le temps passé, c'est vrai que c'est pas forcément facile de savoir à l'avance combien de temps le soignant va passer dans la chambre. Donc du coup, forcément pour appliquer les précautions, on va plutôt être sur plus de FFP2 qu'avant. C'est vrai qu'il y a des situations simples où si on sait que le patient a la tuberculose, ça c'est facile. Déjà avant, c'était facile, hein. C'était
FFP2 pour tout le monde, tout le temps, avant de rentrer dans la pièce. Ah, ça, c'est un côté assez simple. Et puis, il y a bien des situations assez simples aussi, où on sait qu'on rentre dans une chambre, mais pour pas longtemps. Le patient peut porter son masque. Ça, voilà. Et là, ça va être assez facile de choisir le masque. Parce que le masque, il faut le choisir avant, évidemment, parce qu'on ne va pas en changer une fois qu'on est dans la chambre. Et puis, il y avoir des situations où ça peut être peut-être moins facile de décider si l'exposition, elle va être longue ou pas. Et puis, quand on dit résident, patient masqué, ce serait correctement masqué, évidemment. C'est-à-dire, si votre résident, il est masqué, mais qu'il l'a sous le nez ou sous le menton, ben, il n'est pas masqué, en fait. Donc ça, c'est quand même des choses, c'est quand même évalué. Et finalement, c'est les gens de terrain aussi qui savent très bien, hein, leurs patients, ils les connaissent, est-ce qu'ils sont en capacité de porter le masque ou pas. Il y en a qui en sont capables, tout à fait. Et donc, voilà, et déterminer après dans quel niveau de risque on se situe. J'ai emprunté ce tableau au CPIAS Grand Est parce que je trouvais que voilà, il essayait de résumer en un seul tableau comment on faisait son choix de masque. En sachant qu'il y a 2 lignes, hein, ventilation conforme, ventilation non conforme ou inconnue. Et la grande majorité d'entre vous aujourd'hui, vous êtes plutôt en ventilation inconnue, puisque la plupart des gens ne savent pas, puisqu'il n'y a pas eu le diagnostic de fait. Et je crains que même si on le fait, on soit pour beaucoup d'entre nous en ventilation non conforme. Parce que c'était quand même ce qui était ressorti des les coups de sonde, hein, c'est que probablement les hôpitaux sont parmi les locaux les moins bien ventilés dans les locaux recevant du public. Donc, du coup, on sera plutôt sur la deuxième ligne pour beaucoup, parce que effectivement, la ventilation, et puis vous savez bien, dans les hôpitaux, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, hein, ou très peu, pour d'autres raisons. Et du coup, voilà, s'il n'y a pas des excellentes VMC, on va avoir des ventilations probablement assez médiocres, ce qui va demander, du coup, en exposition modérée, donc plus de 15 minutes, ce qui arrive extrêmement fréquemment sur des patients résidents non masqués. C'est pareil, hein, ça va être aussi assez fréquent. Ben, il faudrait que tout le monde soit en FFP2. FFP2 bien porté et FFP2 bien appliqué au visage avec plusieurs tailles. Voilà. Je sais, hein, que c'est plus facile à dire qu'à faire ou à écrire qu'à faire, mais il faut aussi se dire que derrière, c'est la protection des professionnels qui est en jeu. Et que c'est un enjeu qui, je trouve, vaut la peine de se battre un petit peu quand même. Et que c'est pas que nous, c'est pas que les hygiénistes, hein. Ça concerne les directions, la mission du travail, enfin voilà. Alors là, ça a bougé au niveau du titre, hein, mais c'est les outils déjà disponibles. Donc, la fameuse fiche Primo avec les EPI, le diaporama de formation pour les écoles, l'outil d'aide au choix du masque. Donc, c'est pour qu'est-ce que je dois acheter. Ça, c'est un outil qui est disponible. Et donc, sur le carnet sanitaire R, les travaux sont encore en cours. En outils régionaux, nous, on a un peu cherché là, parce que nous, on a une fiche cluster d'IRA qui n'est pas à jour, donc qui va être mise à jour, mais qui pour l'instant est encore sur les anciennes propositions de choix de masque. Donc ça, nous, on va la mettre à jour. À ma connaissance, les seuls qui ont fait vraiment des outils assez complets, c'est Grand Est. Ils ont une fiche IRA qui reprend aussi les durées de précaution, la vaccination, enfin voilà, une fiche recto verso, mais qui est assez complète. Et puis, ils ont fait des fiches précautions complémentaires, ils ont tout refait, toutes leurs fiches précautions complémentaires, RESPI, mais aussi contact, etc. Ils en ont profité. Et ils ont donc toutes leurs fiches. Donc, en attendant que nous, on fasse les nôtres, si vous avez besoin d'idées ou d'aide pour faire les vôtres, il y a celles du Grand Est qui sont prêtes, disponibles sur la base du Répia. Voilà, ça c'est je vous ai mis les liens. Après, on vous donnera bien sûr le diaporama, on mettra à disposition. Donc, il y a tous les liens vers les documents dont on a parlé. Donc, ça, c'est la fiche Primo. Donc, il y a une face ventilation inconnue ou non conforme et une autre pour ventilation conforme. Ça, c'est l'outil du réseau des CEPIAS pour le choix des masques. Donc, il y a un document de quelques pages. Je sais pas si c'est quelques pages, je ne me souviens plus combien. Et il y a le même document, mais avec un système en fait, où vous cliquez et vous accédez directement. Mais c'est le même document, hein, c'est juste le format est un peu différent. Il y a un outil interactif et l'autre, c'est un document intégral.
Voilà, et puis donc carnet sanitaire, il y a encore des sous-groupes de travail encore en cours. Donc ce qu'a dit, voilà, j'avais noté là, je me souvenais plus ce que disait Catherine tout à l'heure. Donc un cahier des charges pour l'achat d'appareils de détection du CO2, parce que c'est effectivement un vrai sujet. Hein. Vous devez acheter des appareils de détection, lequel choisir, comment le choisir, etc. Ma proposition aujourd'hui, c'est de dire ne vous précipitez sur rien. Parce que ça vaut le coup, vu les enjeux, à la fois de protection des professionnels et financiers, hein, ça vaut le coup de se poser tranquillement dans les structures et d'attendre que les outils soient disponibles avant de vous lancer, sachant que ce sont des recommandations de la SF2H, hein, c'est pas un arrêté ou un décret d'application d'une loi. Donc voilà, vous avez le temps d'avancer tranquillement sur ce sujet. Et puis donc également, ce que disait Catherine, une fiche pour vous aider à faire votre campagne de mesure de CO2, si vous avez la possibilité de vous lancer. Voilà, donc en conclusion, de toute façon, globalement, ces recos ne changent, à mon sens, absolument rien sur le fait que là, on rentre en période hivernale, qu'il faut porter des masques, déjà porter des chirurgicaux, enfin des masques à usage médical, déjà, ce serait pas mal, le plus tôt possible si on a des symptômes, et que voilà, les nouvelles recos n'y changent rien, il faut être dans l'anticipation et dans la préparation, c'est ça qui permettra de freiner les clusters. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de clusters, mais en tout cas, voilà, d'en diminuer l'impact. Et ça, nouvelle reco ou pas, il n'y a pas de modification, puisque de toute façon, il y a déjà une part, c'est précautions standards. C'est déjà rappelé à tout le monde et on renforce les précautions standards. C'est-à-dire que déjà, on les applique et on les renforce. On est encore plus vigilant sur l'hygiène des mains. Et puis, n'oubliez pas l'aération. Hein. L'aération, en dehors du diagnostic là, dont on parle, il faut. Alors, on sait qu'en hiver, c'est moins facile, mais c'est justement là qu'il faut aérer régulièrement. Parce que si vous aérez, vous allez diluer les aérosols viraux et vous allez diminuer l'impact, enfin, l'exposition de tout le monde. Et puis embarquer tout le monde, hein, il faut que absolument tout le monde soit conscient de ça. Chaque hiver, ça ne va pas changer de sitôt. Chaque automne-hiver, on aura du Covid, de la grippe. Là, le Covid arrive. La grippe, elle va arriver un peu plus tard. Il va y avoir du VRS et plein d'autres virus. Hein. Là, il commence à y avoir plein de gens enrhumés, grippés, entre guillemets. Là, voilà, on y est. Donc, impliquez vos résidents, vos visiteurs, vos intervenants et bien sûr vos professionnels pour vraiment, voilà, c'est pas nouveau, quoi. Il y a tous les ans la période hivernale et ces virus. Et il faut s'y préparer. Il y a plein d'outils, il y a pléthore d'outils. N'hésitez pas. Si vous ne les retrouvez plus, vous ne savez pas trop, vous nous envoyez un petit mail et on vous enverra ce qu'il faut. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes en difficulté, quelle qu'elle soit, ou si vous avez besoin d'un conseil ou d'un outil, ou voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai remis nos coordonnées donc sur la dernière diapo, et on est là, voilà, pour vous aider dans ce contexte-là de début de saison hivernale. Et voilà, et j'en ai terminé. Je vais regarder, je vais afficher le chat.